Et on continue, les amis, c'est parti pédagogique. On est aux portes des 1200-1174, notre classement sur chess.com. Et on affronte des Rationalists, un joueur britannique à 1167. Il nous empêche de mettre notre pion en E4, donc on va jouer pion C4. Et il veut mettre son fou en fianchetto. Ça, on a déjà rencontré. Qu'est-ce qu'on joue ici? Très bien, on joue cavalier C3 et on est prêt à occuper et à contrôler encore un peu mieux le centre. Il nous laisse faire, c'est la défense est-indienne pour les noirs, mais ça permet aux blancs voilà, de s'étendre au centre. Deux coups possibles pour les noirs en général dans cette position. Et sur les deux coups, on aura la même réaction. Il joue D6. Donc D6, c'est dirigé contre E5. Maintenant, en cas de E5, il y aurait peut-être prise, échange des dames qui serait désagréable. Donc on va juste continuer notre développement avec cavalier F3. Et normalement, le coup principal de la théorie, le coup le plus logique, c'est petit roc, pour la simple et bonne raison que c'est le coup le plus flexible. C'est un concept que c'est un concept assez avancé, mais on va en parler dans ce speedrun. Vous voyez, si on joue un coup comme fou G4, par exemple, on perd un peu de flexibilité dans le sens où le roc, c'est sûr que les noirs allaient devoir le jouer, vont devoir le jouer à un moment ou à un autre, alors que fou G4, on aurait pu garder cette carte sous la main. Mais on l'a déjà rencontré, c'est un coup intéressant. Ici, on va juste jouer fou E2, on ferme le clouage, on finit le développement. D'ailleurs, dans ce speedrun, on a rencontré cette ouverture, on n'a pas joué au mieux. Cavalier D7, d'accord, un coup de développement assez normal. Et ici, on va juste finir le développement, mettre le roi à l'abri. On n'a plus que ce fou à développer. Et très probablement dans cette partie, on va réussir à gagner la paire de fous parce que ce fou n'a pas beaucoup de cases. Si je l'attaque avec H3, alors H5 c'est très bizarre ce coup, c'est extrêmement bizarre, c'est une attaque à l'aile qui est prématurée, ça affaiblirait un futur petit roc, donc je sais pas trop ce que fait notre adversaire, surtout qu'on n'a pas de faiblesse, donc je vois pas trop comment notre adversaire va pouvoir nous attaquer ici. Est-ce qu'on veut jouer à H3? Est-ce qu'on veut... Comment on profiterait à votre avis du coup H5? Quel est l'inconvénient de ce coup? Souvent aux échecs, c'est bien de se poser cette question. Et ici, regardez, l'inconvénient du coup H5, c'est que si je place mon fou en G5, mon fou ne peut plus être chassé comme ça serait le cas habituellement avec H6. Alors, je trouve le coup fou G5 très logique. Bien sûr, un coup comme H3 aurait été logique également. Tour E1 aurait été un coup correct. E5, j'avais l'impression que c'était un peu prématuré. E5 joué par les noirs. Très bien. Donc il attaque à l'aile et maintenant il attaque au centre. Donc je comprends pas trop la logique de ces coups. Mais d'accord, intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aimerais maintenant poser la question à ce fou quand même, de savoir ce qu'il veut faire. J'ai pas vraiment l'impression que notre adversaire puisse le sacrifier en disant j'ouvre la colonne sur ton roi, parce que ça, ce genre de sacrifice, ça fonctionne quand la dame, elle peut rejoindre rapidement l'attaque pour mater. C'est pas du tout le cas ici avec notre fou. Alors notre adversaire, je sais pas si il a fait exprès ou pas, il joue de manière très agressive. Il nous laisse le fou. Donc là, il faut calculer un peu. Si je mange le fou, il va probablement remanger avec son pion. Je vais avoir le cavalier d'attaquer, donc j'ai gagné une pièce. Je bouge le cavalier, et lui, j'imagine qu'il veut se venger ici et gagner un deuxième pion. Il aura deux pions pour la pièce. D'accord? Donc ça, c'est une option. J'ai l'impression que c'est quand même bien pour nous. L'autre option, ça serait d'abord de peut-être prendre pour essayer ensuite de prendre sans à la fin de la variante qu'on vient de calculer, le laisser prendre lui-même. Le problème de la prise, c'est qu'il peut faire un coup intermédiaire fou prend F3. Et là, il sauve son fou. Donc moi, je vais accepter son sacrifice de pièces. J'ai pas l'impression que ça soit si dangereux. Donc il récupère. Et donc le coup que j'ai envie de jouer ici... hmm, de base, c'était cavalier H2. De base, c'était cavalier H2. Alors, je viens de voir sur cavalier H2, il va peut-être pouvoir
m'embêter un tout petit peu avec tour H5. Mais écoutez, c'est pas la fin du monde, donc je vais rester sur mon idée première. Sur tour H5, chasse mon fou. Ça pourrait être embêtant parce que j'ai surtout pas envie que sa dame fasse une batterie avec sa tour pour me mater. Alors sur tour H5, j'aurais joué très probablement juste dame D2 pour défendre ici. Ok. Mais bon, il fait dame B6, c'est pas très logique d'avoir sacrifié la pièce et de mettre la dame de l'autre côté. Et donc là, qu'est-ce qu'on va jouer? Bon, il se décloue, hein, je comprends pourquoi il a fait ça, il veut se déclouer. Ah, maintenant, j'ai envie de vous dire, on a juste une pièce de plus et je vois pas nécessairement les compensations pour mon adversaire. Donc moi, je vais simplifier un peu la position. J'ouvre au centre. J'ai une belle case un jour pour notre cavalier ici. Je peux recapturer, gagner un pion ici aussi. Je peux faire pas mal de choses, je vais faire ça. Donc là, matériellement, j'ai une pièce nette de plus. J'ai une pièce nette de plus. Il fait le grand roc. Attention, signal faible. Signal faible, ça m'inquiète toujours. Et là, je vous laisse essayer de deviner le coup que je vais jouer. Vous pouvez mettre sur pause, évidemment, si vous voulez. Là, le coup que je vais jouer, c'est cavalier D5. Sans trop de calcul, mais coup forcé, je ferme la colonne, j'attaque la dame, je renforce le clouage sur le cavalier. J'ai calculé que si jamais il prenait là, j'allais pouvoir prendre intermédiaire, peut-être la tour. Alors, je suis en train de revoir mon jugement parce qu'en fait, si je prends la tour, c'était mon idée première. Ouais, je calcule pas beaucoup dans ce speedrun, je joue un peu des coups logiques à l'instinct, mais voilà, c'est pas mal finalement pour vous que je joue comme ça. Euh, Si je prends la tour, en fait, maintenant je vérifie, il va faire dame prend. Et si je récupère le cavalier, ce que j'aimerais beaucoup faire, il va pouvoir jouer dame H4. Et là, il vient m'attaquer finalement sur mon roi. Donc je vais pas être gourmand. Je vais pas être gourmand, je vais plutôt jouer un autre coup. Et cet autre coup, ça va être pion prend en D5, simplement. Donc je prends ici mon objectif, ouvrir une colonne sur le roi et pas laisser sa dame revenir pour me mater. Toujours la sécurité du roi est plus importante que le matériel. Je répète, la sécurité du roi aux échecs, c'est un facteur qui est toujours plus important que le matériel. Je répète différemment, il faut toujours favoriser la sécurité de votre roi par rapport à la gourmandise. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut peut-être faire F6, forcer, attaque mon fou. Dans ce cas-là, je replierai simplement mon fou. Vous voyez, décide de faire un coup de défense. Tour E8. Très bien. Bon, moi, je vais pas trop... Alors, essayez de me trouver une belle case pour ce cavalier. Je vous laisse quelques secondes. Très bien. Ce cavalier, très souvent, dans ce type de structure-là, il aime bien venir en C4. Regardez, il y aura éventuellement des fourchettes ici. Donc j'ai regardé un peu toutes mes pièces, j'allais jouer tour C1 sans réfléchir. Je me suis dit, mon cavalier, il fait pas grand-chose. Il est contrôlé par le fou, par le cavalier. Et regardez, en le mettant ici, je vais attaquer la dame et je vais viser cette case. Ça me plaît. Par exemple, si je joue dame prend en B2, c'est pas ce qu'il fait. Il joue un coup très intéressant. Il joue fou H6. Ça, c'est pas mal parce qu'il essaye d'attaquer sur la colonne H. Il est créatif, ce joueur. Et moi, qu'est-ce que je vais faire, les amis? Très important. Je fais un coup intermédiaire. Cavalier C4. J'attaque la dame. Je me bats pour l'initiative. Comme l'a dit le grand maître Ramesh, qui a créé beaucoup de très forts joueurs, dont Pragananda, que vous connaissez peut-être, euh, il faut éviter de défendre. Quand on peut, on évite de défendre. Retenez ça aussi. Il faut toujours essayer de repousser un coup de défense. Donc là, j'avais la possibilité de contre-attaquer la dame. Je vais pouvoir menacer une fourchette échec. Ça me va bien parce que après cet échec-là, si on calcule les lignes forcées, donc je fais échec. S'il vient en C7, je gagne la tour sur échec. Si je lui enlève une tour, je risque pas ce qui pouvait se passer. Je vous montre quand même. Il a joué roi B8. Ce qui pouvait se passer, c'est si je prends et qu'il fait tour prend
Bah, au prochain coup, il met l'autre tour en H8 et il fait tour H1, échec et mat. Donc ces 2 tours sont dangereuses, mais là, regardez, je vais manger, coup forcé, faire très attention que sa dame, elle ne puisse pas rejoindre la colonne H et là, maintenant, je mange cette tour. Avec une seule tour, il ne pourra pas me faire échec et mat. Sauf si sa dame rejoint le champ de bataille et c'est ce qu'il essaye de faire. Donc bravo à lui, c'est pas mal. Moi, j'ai quand même pas mal de pièces à la maison. Il y a danger sur mon roi. Il faut défendre. Mais c'est bien, c'est peut-être une des premières fois où on a un scénario où il faut se défendre. Comment faire pour se défendre? Une règle de base, là, la menace, bon, la première règle pour se défendre, c'est quelle est la menace de l'adversaire? Comment il va attaquer? Là, c'est clair. Il veut faire dame là, dame là. Ou il veut faire dame là, dame là. OK. Quand il fera dame là, je pourrais faire à la limite pion G3 et il peut pas venir là. Mais par contre, dame là, ça me pose problème. Alors comment je vais faire pour empêcher ça? Eh bien, je vais mettre mon fou en G4, protégé par la dame, et je pars sa menace. Il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid en défense. Il ne faut pas paniquer, il faut rester calme et juste comprendre les menaces de l'adversaire et essayer de les parer une à une. Donc la première règle en défense, comment l'adversaire veut attaquer. La deuxième règle en défense, essayer de ramener des pièces en défense. C'est ce que je suis en train de faire. Regardez, peut-être que mon fou va pouvoir venir bloquer ici. La troisième règle en défense, essayez d'échanger les pièces qui attaquent de l'adversaire. Donc avec ces trois règles, normalement, vous êtes bon. D'ailleurs, j'inverserais plutôt les 2 et 3 normalement. Donc, un, faire très attention à quelles sont les menaces de l'adversaire. 2, essayer de liquider les pièces qui attaquent, essayer d'échanger. Là, regardez la menace, c'est dame H2, paf, je pars. Ok. Il peut peut-être venir là pour remenacer une menace. Vous voyez, il faut essayer de lire les menaces de l'adversaire. Les anticiper, ça c'est la règle 1, vous voyez, c'est exactement ce qu'il fait. Et là, on va utiliser la règle 2. On vient de switcher. La règle 2, c'est essayer de liquider, échanger les pièces qui attaquent. Qu'est-ce que je vais jouer à votre avis? Très bien. Dame F3. Je propose l'échange des dames. Je suis protégé par mon fou. Et dès que j'ai ma dame en défense, la dame est un très bon défenseur du roi. Les cavaliers aussi sont des très bons défenseurs du roi. Là, je respire. Mais c'est bien, il nous a permis de défendre un peu cet adversaire. Il a joué de manière très agressive. C'est jamais facile, surtout quand on commence les échecs ou quand on fait pas beaucoup d'exercices de calcul. C'est jamais facile de survivre comme ça avec sang-froid une attaque. Il faut un peu d'expérience et un peu de capacité de calcul pour anticiper les menaces. Et là, il abandonne. Alors, je suis pas sûr qu'on ait joué à la perfection. On va vérifier ça avant de relancer une partie. 91, on regarde très très vite. 80. Tant qu'on est à plus de 90, c'est bien. Donc, je vous ai dit, H5, c'est un peu bizarre. Là, on aurait pu visiblement manger. Eh oui, j'ai mal calculé parce que regardez, si on mange ici et qu'il mange là, j'imagine que l'ordinateur va nous dire qu'on peut faire cours intermédiaire, on prend F6, ce que j'avais pas calculé. Et s'il mange là, on mange là et on menace de faire une dame. Vous voyez, je calcule pas assez là contre les joueurs à 1100, 1200 parce que ça aurait été une variante gagnante. Ok. Alors, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai pris là. Bon, on est quand même gagnant, hein. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Bon, on a plutôt bien joué en vrai. Il fallait réussir à défendre. Ok, une très belle partie de défense. Et je vous propose de continuer. On affronte un joueur indien. Il est 1200. J'allais jouer E4 parce que c'est le coup que je joue aussi. Bah, c'est le coup que j'ai joué toute ma vie, E4. Euh, mais je suis très heureux qu'on ait travaillé D4 avec les membres de mon club. J'envoie le gambit dame. Sur le gambit dame, c'est la première fois qu'on rencontre E6. C'est un très bon coup. Si je prends, il veut reprendre avec un pion. Oui, on aura une majorité centrale, mais il aura quand même un pion pour contrôler le centre. Alors je vais d'abord renforcer, lui demander s'il veut peut-être me manger, et c'est ce qu'il fait. Donc très très bien, c'est ce qu'il fait, ça me va bien. Et là, vous savez, on va jouer E4. Et on essaye de recapturer le pion qu'on vient de sacrifier. Si on arrive à le récupérer, on va être très heureux parce qu'on aura un meilleur contrôle central et un beau développement. Ce fou-là, il est déjà emmuré. Voyons comment notre adversaire réagit.
Vichal. Alors, que veut l'adversaire? N'oubliez pas, chacun découte votre adversaire, je ne le dis pas tout le temps, hein. Que veut l'adversaire? Eh bien, il contre-attaque ici. Alors, est-ce que je vais manger ça? Eh bien non. Je me développe, je défends le pion D4 et je vais prendre ça au coup d'après, normalement. Voyons ce qu'il fait. Et les amis, je vais vous dire la vérité, je suis impressionné par le niveau des joueurs à 1100 chess.com. Je pensais pas que ça jouait aussi bien, on va dire. La partie précédente, je veux dire, c'est pas parfait, mais il faut être vraiment plus fort que 1100 pour pouvoir convertir. Parce que les mecs tentent des pièges, les mecs tentent des arnaques. Et donc, il faut être vraiment confiant pour réussir à convertir la plupart du temps. Donc, continuez à regarder les vidéos, continuez à essayer dans vos parties. Je sais très bien que ça fonctionne pas aussi facilement que je le fais. Vous inquiétez pas, c'est normal. Là, il joue bizarre quand même. Bon, il y a quand même des erreurs, hein, rassurez-vous, il y a quand même des erreurs. Alors, regardez. Déjà, il a fait une ouverture un peu bizarre, il nous laisse le centre. Puis là, il fait ça et ça. Alors, je comprends pas trop. Malheureusement, je viens de recevoir, vous avez pas vu, un message chess.com. Je me demande si c'est pas notre dernière partie avec ce compte pour le speedrun. On va voir. Alors, fou à 5, donc je vais jouer rock. Je comprends pas, il a perdu du temps. Donc, je mets mon roi à l'abri, je rock. Je sors du clouage. Que j'écrive à chess.com en espérant qu'on trouve une solution pour qu'il puisse me donner un compte pédagogique et je pourrais continuer à monter. Alors, c'est vous hein, qui m'envoyez vos comptes. Donc, je vous remercie, mais ok, c'est vrai que ça serait une meilleure solution, même pour mes adversaires, ça serait un peu plus sympa. Bon, j'écris quand même speedrun dans le titre, comme ça ils savent, hein. Alors, fou B6, donc il s'amuse à perdre du temps avec son fou. On va avoir ce qu'on appelle aux échecs une avance de développement. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une avance de développement aux échecs? On doit très bien ouvrir la position. Je vais essayer d'échanger des pions. Il a pas roqué, moi j'ai déjà roqué là le roi au centre. J'essaye vraiment d'ouvrir la position, c'est-à-dire de supprimer des pions de l'échiquier pour ouvrir des colonnes, des diagonales et que mes pièces mieux développées, j'en ai une, deux, trois, bientôt quatre contre seulement deux, que mes pièces mieux développées puissent être efficaces contre son roi resté au centre. Donc D5 très logique. Il bouge le cavalier. Très très bien. Qu'est-ce que vous jouez? Donc il refuse d'ouvrir la position. Bon, déjà, on pourrait lui infliger un pion isolé en prenant ici. Il reprend du fou, il échange d'abord les dames, peu importe, je reprends, il reprend et il a une vilaine chaîne de pions. Mais j'ai envie d'être encore plus méchant. J'ai envie de faire encore plus mal. Comme son cavalier n'est plus en C6, je vais jouer dame B3. Si le cavalier était en C6, je me prendrais une fourchette, je perdrais mon super fou, je serais un peu triste. Et là, le cavalier a bougé, je renforce la pression, je crée une menace. Celle de gagner un pion E6, et je vais pouvoir ouvrir la position sans permettre l'échange des dames. Dame B3, je pense, un très bon coup. La suite, ça va être fou G5, tour E1, tour D1, prise, et normalement, cette partie, elle va durer moins de 20 coups. On va vérifier ça ensemble. Oui. Vous voyez, lui, il viole tous les principes d'ouverture. Je ne sais pas comment il a fait pour être 1200. Il doit réussir à bien jouer tactiquement parce que, en termes d'ouverture, c'est clairement n'importe quoi. Alors, je vais manger. Je gagne un pion, hein. J'ai attaqué E6 trois fois, c'est défendu deux fois, donc je vais manger encore. Très bien. Et là, je pourrais manger encore et j'ai gagné un pion. Est-ce que je veux plus? Est-ce que je peux essayer d'obtenir plus ou pas? Après, à force de vouloir être trop gourmand, obtenir plus, on va finir par se brûler les ailes, mais fou G5, coup forcé, j'aime aussi. Honnêtement, c'est un coup intéressant. Sinon, on encaisse juste le pion, hein. Sinon, cavalier G5 pour manger du cavalier ici. Ça a l'air intéressant également. J'ai pas nécessairement envie de lui laisser échanger les dames. Mmh. Fou G5, le coup de développement logique. Tour D1,
il va jouer dame E7 et je vois pas comment continuer. Fou G5, cavalier F6. Sur dame prend E6, il va jouer dame E7. Bon, je suis bien, hein, je suis mieux. Est-ce que je veux ça? Et sinon, j'ai cavalier G5, qui est un peu plus piégeux. Et je vais y aller pour cavalier G5. Alors, c'est un coup que j'ai eu du mal à sortir parce que il y avait 2 coups de principe, fou G5 tour D1, on ramène une pièce en jeu, mais je joue un coup, je joue 2 fois la pièce. Mais en vrai, là, on est dans du jeu concret, je menace cavalier prend E6 et son roi sera bloqué au centre a priori. Donc j'essaye d'être, ouais, un peu plus gourmand. Si j'arrive à jouer ça, je vais menacer cavalier. Il y a un champion du monde, je ne sais plus lequel, Steinitz, je pense, le premier champion du monde qui avait dit: «Donnez-moi un cavalier sur la 6e rangée et je gagne». Bon, bah, écoutez, on a un cavalier qui est sur le point d'arriver sur la 6e rangée, on va voir. Je pourrais aussi tout à fait essayer après de mettre mon fou là et s'il échange, je fais participer ma tour à l'attaque comme ça, il décide de replier ses pièces, j'avais pas anticipé ce coup. Hem, d'accord, d'accord, d'accord. Bon écoutez, je vais prendre. Je vais prendre, je vois pas comment augmenter sinon la pression. Je vais gagner mon pion, j'ai un pion de plus. Propose l'échange des dames. Alors, question intéressante pour vous. Est-ce qu'on doit échanger les dames ou est-ce qu'on ne doit pas échanger les dames? Vous avez 4 heures. Non, vous n'avez pas 4 heures, vous avez 4 secondes. C'est souvent le cas aux échecs, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, son roi est encore au centre, il est bloqué. Normalement, on va plutôt garder les dames. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va pour garder les dames? Bonne question. Peut-être en C4. Comme ça, je l'empêcherai de faire le petit roc. Alors, il peut quand même faire le grand roc et mettre son roi à l'abri de cette manière. C'est possible. Voilà. Donc, très intéressant ce qu'il fait, mais j'avais prévu, moi, de jouer cavalier D5, coup forcé. Alors, vous êtes en train de m'insulter, probablement, derrière votre écran. Mais Jo, mais tu violes les principes, là. Tu as mis le cavalier là, l'autre cavalier là. Tu sors pas tes pièces. Oui, parce que là, c'est encore du jeu concret. J'ai un pion de plus, je fais une fourchette, je vais éliminer une super pièce de mon adversaire sur échec. Voilà, c'est pour cette raison que je décide de retarder un peu mon développement. Dame E6, qu'est-ce que vous jouez, les amis? Un coup important ici. Un coup important. Bien sûr, on pourrait prendre sur échec, il fait dame prend, on gagne pas la dame, hein, il fait dame prend, et bon, ok. Et après, on se développe, fou E3, on gagne un temps sur la dame, on est très très bien. Mais, est-ce que vous pensez pas qu'on peut obtenir un peu plus avec fou G5, encore un coup forcé? Je me développe avec initiative, j'attaque la tour. Et avec un piège maintenant. Si jamais il bloque euh, avec le cavalier, bah non, il se passe pas grand-chose. Il se passe rien de spécial, il devrait jouer cavalier F6. Les échecs, c'est dur, hein. Parfois, votre adversaire, il fait n'importe quoi. C'est ce qui a été le cas dans cette partie. Fou là, fou là, fou là. Le cavalier là. Il a fait. Et en fait, bah, on a juste un pion de plus. Et il faut encore convertir techniquement. Donc, parfois, les échecs, c'est pas si simple. Parfois, vous voyez, au lieu de se développer, il fait encore un coup de tour. Il joue un peu bizarrement. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais d'avis, les amis, je serais d'avis de ramener des pièces. Alors, bien sûr, je pourrais prendre ici. Bon, si vous voulez, on va faire un peu de technique ensemble. Le coup que j'aurais joué en. Normalement, c'est tour ici. Je ramène des pièces. Et c'est une bonne idée de ramener des pièces. Mais si vous voulez, on peut prendre, échanger les dames et faire une finale technique. On va le faire. C'est juste à des fins pédagogiques, d'accord? J'aurais pas joué comme ça. J'aurais essayé de renforcer la pression pour faire craquer mon adversaire. Mais vous allez voir, on va essayer de faire un peu de technique ensemble. Donc j'échange tout. On se retrouve dans cette finale où on a un pion de plus. OK. Alors, plusieurs choses à faire en finale. Déjà, règle numéro 1, on a un fou de case noire contre un cavalier. La position est ouverte,
Il y a plein de diagonales ouvertes. Il y a des pions sur les 2 ailes. Le fou est clairement meilleur que le cavalier dans cette position. Ça, c'est la première chose. Je vais pas échanger, mon fou, la plupart du temps. Je vais jouer tour D1, un coup intermédiaire. Si jamais il gagne mon pion, je fais échec et mat. Donc je lui tends un petit piège, ça mange pas de pain, mais surtout, que ce soit la finale ou l'ouverture ou quoi que ce soit, je continue à mobiliser les pièces. Est-ce que je vais manger? On a répondu à l'instant à cette question, non. Donc je vais jouer F3. Regardez, je domine le cavalier. Essayez de me trouver une case où le cavalier serait incroyable dans cette position. Il y en a pas. Vous en trouverez pas normalement. Un cavalier, il a besoin le cavalier de cases stables. Mais ici, malheureusement, il a pas, alors attention, je suis dans un signal faible, mais j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de tactique. Là, le cavalier, il a pas de case stable. Il lui manque un pion pour s'appuyer. Pourquoi il a pas de case stable? Parce que la position est ouverte. Il y a pas beaucoup de pions qui sont bloqués. Il y a pas beaucoup de béliers, comme on appelle ça. OK. Donc maintenant, il faut qu'on mobilise cette tour. Alors, est-ce qu'on veut échanger les tours ou pas? Eh bien, la réponse, c'est oui. Quand on essaye de gagner une finale, on a un pion de plus ici. Eh bien, en général, on aime bien échanger une paire de tours parce que ça simplifie, ça évite le contre-jeu adverse. 2 tours en face, ça peut créer quelques dégâts. Une seule tour, c'est moins dangereux. OK, qu'est-ce que vous jouez ici? Ah, très bien. On va centraliser le roi. On commence. Notre fou est bien, notre tour est très bien. On commence à centraliser le roi. Ça, c'est un bon coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va donc déjà, il nous attaque, très, très bien, donc on n'a pas trop le choix, on doit faire un coup de défense. OK. Vous allez me dire: «Mais Jo, tu as le fou de case noire, tu mets tes pions sur noir». Bon, j'avais pas le choix là, les amis, je vais pas défendre avec tour 1. Je reste actif avec ma tour. OK. À 3, tout va bien, mon pion, il est de toute façon, il est sur l'extrémité, il gêne pas mon fou, il y a pas de souci. Mes prochains coups sont G4, H4, H5. Alors mon adversaire, je fais attention quand même, il essaye d'infiltrer ici. J'ai pas nécessairement besoin de l'en empêcher. Je vais jouer G4. Pourquoi? J'ai un fou de case noir, je mets mes pions sur blanc et je commence à mettre en marche ma majorité. Regardez, j'ai un 4 contre 2 ici. Donc je commence à mettre en marche ma majorité de pions. E5, si vous vouliez jouer ça, c'était également possible. On peut aussi avancer avec E5. J'aime bien continuer à garder ce beau contrôle central contre le cavalier. Normalement, pousser le pion passé, c'est pas stupide non plus. Mais je veux plutôt continuer à dominer ce cavalier. Ouais, si j'avais joué E5, il aurait pu réussir à un jour mettre un pion en C6, un cavalier en D5, et il a une case stable pour son cavalier. Je veux surtout pas lui laisser de case stable pour son cavalier. OK? Alors ici, qu'est-ce qu'on va jouer? J'aimerais bien continuer à ouvrir la position avec H4, mais je peux pas pour l'instant. Je vais jouer tour D2. J'anticipe éventuellement tour C2 échec et je lui demande ce qu'il veut faire. Mes prochains coups sont roi G3 et H4. Si je le force à me prendre, il va avoir une faiblesse en H6. C'est pour ça que j'ai mis mes pions sur blanc. On y va. Donc roi G3 et je veux préparer H4. On aurait pu peut-être faire H4 directement et troquer ce pion contre ce pion, mais j'ai l'impression que ça marchait pas trop tactiquement. Il y avait peut-être cavalier prend échec, tour prend, c'était un peu plus compliqué. Donc, en finale, on peut prendre notre temps aussi. Vous voyez, l'adversaire, il n'a pas grand-chose à faire là. Tout est bien sous contrôle. Donc là, ça y est, il va devoir prendre. On est en train de mettre la pression. On menace de gagner un pion, donc il va manger. Je devrais faire ça plus souvent dans le speedrun. Je devrais peut-être faire des speedruns thématiques. Des speedruns où je joue l'attaque à outrance, des speedruns où je joue hyper craintif, hyper peureux et j'essaye de gagner que des finales. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des idées de thèmes de speedrun, voilà, ça pourrait être intéressant. Alors, il défend, je comprends pourquoi il est 1200. Il fait pas beaucoup d'erreurs non plus, ce joueur. Et moi, je vais continuer à jouer contre son cavalier. Donc, je vais activer ma tour. J'essaye de l'empêcher de ressurgir ici. S'il fait tour ici, je mettrai mon fou en D4 pour et défendre le pion et continuer à jouer contre son cavalier. Si ça se trouve,
je vais pouvoir bientôt alors attention, je vais me faire peut-être clouer. Ça serait pas une bonne nouvelle. Attention, il veut peut-être un jour venir là. Hem, alors je vais faire un peu différemment. Je vais commencer par tour ici. Donc je fais une contre-attaque. Il attaquait mon pion, mais je crée une attaque plus forte. J'avais peur de fou ici de me faire clouer. Donc il fait cavalier ici, très, très bien et maintenant et seulement maintenant, alors soit je peux manger là, mais j'ai l'impression que je peux aussi faire, fou D4. D4, j'attaque le cavalier, mon fou, il défend ici. Attention, il attaque ma tour et je vais simplement attaquer ce pion. Dès que je mange ce pion, il file la dame. Mon fou, il va pouvoir être très stable en C3 et je vais commencer à avancer mes pions. Donc son cavalier, il a toujours pas de bonne case, hein, vous remarquez, il souffre. Le cavalier, il souffre un peu éternellement dans cette position. S'il fait échec, je vais juste faire roi là. Donc on a activé nos pièces. On est prêt de plus en plus soit à gagner un deuxième pion, ça va dépendre de ce qu'il fait, soit à mettre en marche nos pions passés. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce qu'il ne faudrait pas laisser l'adversaire s'activer trop. Donc les pions comme ça et le fou, vous voyez, les pions contrôlent les cases blanches, le fou contrôle les cases noires, ce qui fait qu'en fait tout est contrôlé et le cavalier, il souffre. Voyons ce qu'il fait. Il attaque ça, donc à mon avis, il va jouer probablement tour ici. Ah, il fait tour D3, donc c'est dommage, il défend pas son pion. Et il fait cavalier ici. Ah, il est tactique, il veut menacer de faire un échec par là-bas, mais on a vu. Et on va faire roi F4, on centralise le roi, on vient en diagonale du cavalier, là, comme ça on est sûr de ne pas se prendre d'échec. Et le plan, il est là, hein. Dans 4 coups, on gagne la partie. Alors j'avais annoncé que la partie allait durer 20 coups, mais on a un adversaire qui a eu un peu de chance, on va pas se mentir, et qui se défend pas trop mal. J'aurais peut-être dû venir sur la 7e rangée. Là, j'ai 37 secondes, donc je commence à jouer un poil plus vite. Surtout que je ne sais pas si ma connexion elle lag ou pas. Normalement, non. Et j'avance. Ah, il a aussi moins d'une minute. Je pense qu'il va jouer ça pour attaquer ma tour. Donc la conversion technique, c'est un mélange, c'est bien ce qu'il fait, hein. Franchement, bravo. Il met la tour derrière le pion passé. C'est un joueur qui joue pas mal, hein, on va pas se mentir. C'est un joueur qui joue pas mal. Je vais essayer de simplifier. Alors là, maintenant, la finale de tour avec tous ces pions passés, là, la finale de tour, elle serait vraiment avantageuse. Regardez, j'ai mis mon fou à 2 cases de son cavalier. On continue la domination sur la bête. Et si je peux échanger maintenant mon fou contre son cavalier, ça va me donner une finale de tour complètement gagnante. Je suis pas obligé, hein, mais ça va vraiment simplifier les choses. Donc là, je pense qu'il va jouer ça. Il n'a pas trop le choix. Il va peut-être tomber à la pendule. Donc il fait ça. Donc là, regardez, on mange, et on a 3 pions passés liés. Donc ça va avancer tout seul. Et on peut même, hop, empêcher le contre-jeu. Je vous ai dit qu'en finale, on n'aimait pas trop faire des coups de défense. Mais là, on peut juste tuer le contre-jeu et reprendre notre plan. Regardez, ça va avancer inéluctablement. Et il va perdre autant. On a passé les 1200. C'est peut-être, et oui, vous voyez, je pense que c'est. Et voilà, regardez. Donc ça n'a pas manqué. On a réussi à aller jusqu'à 1200. Je vais essayer de. Je vais peut-être contacter ces gens-là. Please check your email. Ok, 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 ok. Je vais essayer de trouver une solution, les amis. On aura fait un speedrun jusqu'à 1200. Je suis vraiment. Ça me fait pas plaisir, hein, de battre des joueurs à 1100. Je le fais vraiment pour, voilà, pour
La cause générale, je préférerais avoir un compte pédagogique très franchement et rendre les points à mes adversaires. Pour le moment, j'ai pas trouvé d'autres solutions. Je tenais à continuer à vous faire ces vidéos-là. J'espère que voilà, très bientôt, là, je vais vraiment contacter chess.com et j'espère qu'ils vont être, sympas et qu'ils vont me proposer un compte pédagogique, que je puisse, aller jusqu'à, ouais, 2000, ça serait bien. Là, on a beaucoup de parties pour les débutants. J'espère que les débutants, bah, vous appréciez. Les autres, un peu de patience, je vais essayer de vous trouver, une solution avec, chess.com. Les amis, merci à tous. Je suis vraiment désolé pour mes adversaires. J'espère qu'ils ont compris que c'était un fort joueur qui jouait. On se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao la team.